Cut Killer est avec nous ce soir dans Verveine Underground. Cut Killer, tu as composé la bande originale du biopic Suprême d'Audrey Estrogo. Franchement, je vous le dis, il y a beaucoup de bananes qui sortent, mais allez voir Suprême. Non mais c'est vrai. Bonsoir Mouloud, ça va bien? Ça va bien, Cut? Avec plaisir. Voilà, c'est mon meilleur argument pour vous dire d'aller voir Suprême. Je vous remercie, c'est gentil, ça fait plaisir. Pour ce film, tu as recréé les versions instrumentales du groupe parce que les masters originaux étaient perdus. Exactement. Ce qui m'amène à te poser une question. T'es DJ depuis que le hip-hop existe. Depuis 32 ans exactement. Ouais. Est-ce que toi, tu jouais du NTM premier album dans tes sets? Ouais. Je crois que la première mixtape... C'est une question piège. Non, mais la première mixtape que j'ai faite, enfin, quand je dis première mixtape commercialement parlant, dans le sens où on a commencé à effectivement faire des cassettes mixées parce qu'on se faisait connaître, il y a dans la playlist un NTM et un IAM. Sur la numéro 1. D'ailleurs, je la passerai. Si avec plaisir. Mais oui, j'étais un des premiers à jouer du rap français, malgré le fait que, en vrai, je dirais c'est qu'en 95, officiellement, avec Alliance Ethnique, Respect, que dans les clubs et les soirées, on pouvait jouer du rap français sans que les gens nous lançaient des canettes. Il y a eu plusieurs morceaux comme ça qui ont fait exploser le rap français en club. Tu disais, il y a eu Alliance Ethnique, Respect, il y a eu NTM, La Fièvre, et il y a eu Booba, Boulby à différentes époques. Ouais, exactement. Mais je te parle de Alliance Ethnique parce que à cette époque-là, la scène française existait déjà. Donc tu allais voir des concerts de rap français sans souci, mais tu mélangeais pas les soirées avec des passés du rap français. J'ai jamais compris vraiment pourquoi. Malgré tout, j'essayais, mais à chaque fois on me disait mais non, mais passe pas ça, non passe pas. Je oh putain merde, si on peut pas passer du rap français, à quel moment? Mais voilà, je me rappelle de ce morceau-là, qu'il y avait quand même Je danse le Mia, il y avait MC Solar, il y avait des choses, mais ça passait pas. T'as grandi en écoutant James Brown, Genesis ou encore Aretha Franklin. 1987, c'est le déclic. T'as assisté à une soirée au Globo où joue un DJ. Ce DJ, c'est Cash Money. Ouais. Le Globo, c'était une des seules boîtes où on pouvait écouter du hip-hop en France, du rap. Chez Roger Boîte-Funk à l'époque. Et on embrasse la famille de Feu Jacques Massadian. Tu décides de devenir DJ à ce moment-là, mais le problème, c'est que les platines, c'était pas donné à tout le monde. Comment t'as fait pour avoir tes premières platines? 3500 francs, une platine. MK2 Technics. MK2 Technics. 1200 à 1500 francs une table de mixage, mais c'est un paquebot. Issu d'une famille moyenne, forcément, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, j'imagine que si je demande à mon père, il me dit non, mais de quoi tu parles? Ma mère m'a aidé, effectivement, mais j'avais la chance que nos voisins de palier, c'était des gens qui étaient dans le sentier, et c'est une marque qui s'appelle Redskins. Et du coup, je suis passé comme ça au culot, après les cours, j'aurais dit, vous pensez que je peux pas faire genre manutentionnaire ou quelque chose comme ça? Ils m'ont dit ouais, bah vas-y, pas de souci. J'ai commencé comme ça. Et en fait, après les cours et toutes les vacances scolaires, que ça soit pendant l'année ou alors en été, j'étais au taquet. Donc mon objectif, c'était 3500 francs. Puis après, il y avait les disques. Ça, c'est un budget, 500 francs par semaine, mais bon, au départ, t'achètes 1-2, donc ça va vite. Et au fur et à mesure, ta passion prend le pas et tu te dis, voilà, c'est mon petit bonhomme de chemin. On a commencé avec une petite après-midi avec IZB, avec monsieur Angelo Gopé, qui fait partie aujourd'hui de Live Nation. Nous, on était... C'est ça qui est dingue, c'est que l'histoire, moi je vous la raconte parce que Cut Killer, il est super humble. Il commence avec sa bande de potes qui était à l'époque AZB, c'était un collectif qui organise des soirées. 30 ans plus tard, Cut Killer, un des plus grands DJ au monde. Et Angelo, qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est devenu le patron, le directeur général de Live Nation France, et très bien placé même dans le monde avec Live Nation. Donc il a fait son petit bonhomme de chemin. Et AZB, pour les gens qu'est-ce que ça veut dire? Incredible Zulu B-Boy. Voilà. Et puis on s'est mis en association avec une soirée qu'on a fait au Rex. Et il y avait monsieur Jacques Lang à l'époque qui était passé le voir. C'est à ce moment-là où j'ai emmené mes parents pour la première fois. J'ai dit ouais, il y a Jacques Lang qui va venir et tout. Et ils étaient fiers et tout. Et pour ça, on était obligé de créer une association. Et de Incredible Zulu B-Boy, on est passé à Intégration des zones banlieusardes. C'est comme ça qu'on a essayé de s'émanciper et qu'on a créé en fait un mouvement d'organisateurs de soirées, de festivals avec Garance à l'époque à l'Élysée-Montmartre. Et ce qui est dingue, c'est qu'au début, vous l'aviez senti, la récupération politique. Vous en avez joué, vous avez détourné tous les codes. Complètement. Et que pour vous, le hip-hop
hip-hop, ça voulait dire quelque chose plus que tout en fait. Oui, socialement parlant, on avait besoin d'avoir une accroche à la vie parce que, bien évidemment, chacun faisait ses petits boulots ou alors était en cours. Moi, je me rappelle que je suis allé jusqu'en doc de droit, mais il fallait que je fasse un choix parce que je faisais de plus en plus de soirées. Mais socialement parlant, on savait que cette musique qu'on voyait aux États-Unis grandir et surtout qu'on voyait beaucoup d'entrepreneurs américains, noirs américains en majeure partie, donc nous c'était plutôt les Maghrébins et Africains, on s'était dit pourquoi pas essayer de se donner aussi la chance de créer peut-être une direction avec ces mouvements-là. Et il y avait la volonté très tôt d'être structuré et carré. Ouais. Ah oui, complètement. On a eu la chance très simplement d'aller au championnat de DMC à Londres, qui était un championnat de DJ technique. Et on a vu énormément d'artistes de Public Enemy en passant par Booyah Tribe. Enfin bref, il y avait énormément d'artistes de l'époque. Et puis, dans la même année, on est parti à New York et c'est là où on a pris la claque. On est arrivé, on a vu, au-delà des taxis jaunes, tu sais, quand t'arrives à New York, tu fais, ah ouais, les séries de télé que tu vois. Finalement, nous, on arrive et puis la première chose que je vois, c'est que on a 10 ans de retard. Et 10 ans de retard, ça veut dire que dans 10 ans, en France, ça peut être la même chose. T'aurais imaginé un jour que NTM, leur histoire qui raconte aussi ton époque, ton adolescence, ça fasse l'objet d'un film comme Suprême, de se dire mais cette histoire-là, il faut la raconter. Encore une fois, oui et non. Oui parce que aux États-Unis, encore une fois, on est toujours en retard. Des biopics sur le rap américain, le rap français, c'est malheureusement ça arrive que maintenant. Mais ce qui est un peu dommage, mais ça, moi je dis dans les 10 prochaines années, notre génération qui atteignons les 50 ans, effectivement, on va effectivement perdurer sur le principe de tout ce qu'on a vécu. Là, on le voit avec je lis pour les Misérables, il y avait Mathieu Kassovitz avec la haine, tu vois, ce pan là qui y a là, ça veut dire qu'il y a encore énormément d'histoires. Là, on voit aussi Taïk sur Netflix, qui est un autre genre. C'est les films de Noël, mais ça fait plaisir. C'est un film de Noël avec un artiste de maintenant, quoi. Tu imagines ça il y a 25 ans, on se dit non, arrête. Mais ça, tu l'imaginais, toi, à l'époque. T'étais déjà dans cette logique-là. Moi, je l'imagine, mais encore une fois, de manière exponentielle. Je regardais encore ce matin un documentaire qui est sorti sur Showtime aux États-Unis, produit par Nas, sur Video Music Box, et il racontait en fait cette histoire de comment le rap line de l'époque, c'était l'émission de Cachin en France, a émergé en fait aux États-Unis avec les Video Music Box avant MTV, qui étaient des petits qui étaient en train de filmer les soirées et qui ont donné le ton au hip-hop à New York. Et ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Quel biopic sur l'histoire du hip-hop en France t'aurais envie de voir? Énormément. On a parlé de la mafia Quinfri parce que c'est l'histoire la plus incroyable. Voilà, exactement. Mais je sais que c'est compliqué, mais on sait jamais. Sur un malentendu, c'est toujours possible. Je sais que Idéal J, déjà, on aimerait bien. Ouais, déjà, ouais. On attendait avec Banlieusard, mais il a fait déjà son prémisse. Mais Kerry James, je pense qu'il va pas tarder aussi. IAM aussi, mais même si quand Akhenaton a fait son film, il était un peu énervé du système du cinéma. Mais quand on a demandé à IAM s'ils voulaient faire un biopic sur eux, ils nous ont dit on est encore vivant. Ouais. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le raconter. Exactement ce qu'Audrey a voulu faire, c'est-à-dire que on raconte un moment de leur histoire. Ministère Hammer, on aimerait bien le voir le film. Tellement, parce qu'il y a quand même une historique avec toute l'histoire de Doc Gynéco en passant par Arsenic, qui a Kenzie. fait que Kenzie nous a donné le Sectora, qui était vraiment en 2000 genre le label de fou. Lunatic, c'est passé à B2O, qui reste intemporel encore aujourd'hui. C'est vrai que même le biopic Lunatic, on a envie de le voir. On est d'accord, mais est-ce qu'on doit parler automatiquement de biopic? Ça peut être aussi des moments de vie qui font que le rap est sous couvert d'une histoire ou d'amour ou de problématiques sociales. Lucien aussi, ça pourrait faire un film. Mais Lucien, tu sais où il en est aujourd'hui, c'est compliqué. Je pense pas qu'il va nous vouloir, mais en tout cas, on embrasse très très fort Lucien. Moi, Lucien, c'est la famille de fous. Mais même ça, tu peux mais après c'est encore différent. Mais ça aussi, tu peux. Et Cut Killer. Alors déjà sur un bouquin au mois de mars déjà. Je fais ma promo. Sur un bouquin au mois de mars sur ce qui va s'appeler Big Step 2.0, qui est effectivement les 30 ans de hip-hop
hip-hop, encore une fois, de comment je l'ai vécu. Mais ouais, on m'a parlé, mais est-ce que réellement on doit faire un biopic ou une histoire de Cut Killer? Est-ce que c'est pas mieux de raconter l'histoire des DJ? Est-ce que c'est pas bien de raconter l'histoire d'un petit Marocain qui issu d'un quartier parce que moi j'habitais à Strasbourg-Saint-Denis, donc en plein milieu de Paris, mais finalement c'était la rue des Putes et le Sentier, qui était aussi hardcore parce qu'on a vu les mecs de Saint-Ouen et de Saint-Denis. Enfin bref. Moi j'ai un titre pour ton biopic. Allez. Tu vois Rocco et ses frères? Ouais. Toi tu préfères Anouar et ses frères? Pas mal. Ah ouais. Tu connais Samir, c'est bien. Est-ce que c'est une entreprise familiale en fait? Complètement. Ça a commencé effectivement avec une ambiance où on est arrivé dans cette industrie avec rien. C'est-à-dire que en termes de business, moi j'avais fait du droit mais pas assez pour, donc du coup mais ça m'a aidé à monter mes sociétés, mais c'est vrai que on n'est pas au courant d'avoir un fiscaliste, d'avoir un expert comptable qui va gérer avec un avocat des contrats. Enfin bref, on s'est fait de nous-mêmes et effectivement la meilleure relation c'est les frères, mais c'est à double tranchant parce que des fois les frères tu les aides. Moi je le dis, j'ai viré mon frère qui s'occupait de mon booking 7 fois, mais tu as toujours ta mère qui vient et te dit arrête, c'est ton petit frère, aide-le, c'est bon, mais elle fait perdre beaucoup d'argent. Oui mais c'est ton petit frère. Bon ok d'accord. Tu vois, ça commence comme ça, c'est voilà. On a un film là. Ah oui, il y a un film, je te jure. Mais il y a un beau film qui a été fait aussi, Nous trois ou rien, je sais pas si tu te rappelles, avec les de Kéron, et il avait bien fait cette histoire, tu vois, c'est aussi une histoire. C'est l'histoire de Kéron mais finalement qui n'est pas la sienne. Moi je veux voir le film Anouar et ses frères, voilà, c'est dit. Parce que je trouve que même l'histoire familiale elle est encore plus impressionnante que l'histoire du hip-hop. Est-ce que vous avez construit, c'est magnifique. Exactement, merci Mouloud. Je tiens à dire ce que peu de gens le savent, Cut Killer c'est un des premiers DJ français qui était dans la place à New York. On pouvait aller en club à New York et voir Cut Killer mixer plus que dans des clubs à Paris. Ouais, là, alors ça a commencé avec DJ 9 qui était le deuxième DJ de Notorious Big. Ouais. Mais elle est dingue l'histoire. Et moi j'ai grandi effectivement en faisant beaucoup d'allers-retours à New York, et puis un été, enfin même 6 mois pratiquement, je traîne avec I9 qui me permet de rencontrer Notorious Big, mais surtout Pause. Ouais. Pause. Il y a une pause. Pause, ouais. La rencontre avec Notorious Big. On écoute. Ah ouais. Oui, non mais parce que ça a l'air. Mais pour nous à l'époque, c'était pas. Enfin, moi ma première soirée, je reviens sur le principe. C'était Christophe quoi. Christophe Wallace, salut Chris. Ma première soirée à New York, écoute, parce que là je te parle de Notorious Big, c'est 95. Moi ça fait déjà 6 ans que je vais là-bas. Donc du coup, ma première soirée, je vois, tu vois, Cole Quest, de la Soul, enfin le Native Tongue de base, c'est Lucien qui nous présente. À qui on passe un énorme bisou. Ah ouais, carrément de fou, je l'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs au téléphone. Et puis, dans ces 5 années, si tu veux, on rencontre des gens. On rencontre plein de gens. Et bien évidemment, en France, tu te dis, ouais, tu regardes les pochettes de disques et tout, bon, et tu les vois en concert. Mais comme on organisait déjà des concerts avec AZB, qu'on voyait les artistes en loge, on parlait avec eux, puis on faisait les connexions, ça a l'air fou, mais en même temps, Biggie, à ce moment-là, il vient d'arriver. C'est un nouvel artiste. Donc c'est pas l'icône, mais ça reste, moi, le premier Juicy, il est arrivé, j'arrive à ce moment-là. Oui, c'est une dinguerie, mais c'est un nouvel artiste. Donc du coup, regarde, il me fait, ouais, d'accord. Et donc, et alors, oui, non, donc du coup, je rencontre un Notorious Big. Killer, une légende qui parle de Notorious Big, une autre légende, c'est tout, c'est comme ça. En tout cas, ça fait plaisir, mais au-delà de ça, ouais, on a fait une rencontre avec Notorious Big, et puis dans la foulée, bah, écoute, c'est ce qui se passe. On voit qu'il y a du business à faire, et Funk Master Flex, qui est le DJ numéro 1 aux États-Unis à cette époque-là, me dit, est-ce que tu veux pas rejoindre mon groupe qui s'appelle le Big Dog Pitbull? Il y a que 2 Européens, il y aura que 2 Européens, Tim Westwood et toi. Moi, tu crois que je lui dis quoi? Je lui dis, bah, bien sûr, moi, je suis là, et pas de problème. Et c'est lui qui me met dans des soirées là-bas, dont une au Tunnel. À l'époque, déjà le Tunnel, c'était le plus grand club à New York. C'est là-bas où vous pouvez croiser dans la même soirée Notorious Big, Jay-Z, Puff Daddy, tout le monde traînait là-bas. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Funk Master Flex, il était pouvait être booké dans 5 soirées dans la même ville. Le même soir. Les mecs, ils font une demi-heure, 1 heure. Nous, chez nous, à Paris, si on fait une soirée, c'est déjà bien. Mais sinon, on a 2, genre, waouh, mais non. Lui, il avait 3 soirées dans la soirée. Enfin, bref, c'était une dinguerie. Et effectivement, il m'a introduit dans plein de soirées. Je faisais plein de soirées là-bas et tout. Mais c'était la bonne époque, ça. On parle beaucoup quand on parle des Français à l'étranger, de la French Touch et de l'électro, mais toi t'incarnes en fait une autre touche française où la France s'est exportée, et aujourd'hui le fils spirituel de Cut Killer, bah, c'est le français le plus écouté au monde, c'est DJ Snake. Ah oui, carrément.
lui, il a pris sa voix et pour moi, quand il a commencé, quand je l'ai vu la première fois à 15 ans, c'est drôle parce que au départ, je vois ce qu'il fait et puis très vite, je vois qu'il est différent des autres. Donc du coup, je le pousse un peu, je le mets dans mon émission. J'avais une émission sur Skyrock le mardi soir qui s'appelle Bum Rush. Donc on le cale en fin de soirée, puis au fur et à mesure, il commence à faire son petit bonhomme de chemin et puis je vois. Il avait 15 ans à l'époque. Ouais, 15, 16, 17 pendant ces deux années, presque 3. Bah carrément, moi, j'essaie de le mettre vraiment partout. Et quand je dis partout, c'est-à-dire que j'étais DJ pour Puff Daddy pendant 3 ans en Europe. Et il y a un moment où je faisais plein de choses, j'étais avec mes prods WH et tout, bref. Et comme Puff il faisait des allers-retours, il faisait beaucoup Saint-Tropez, Cannes Saint-Tropez, à un moment donné, j'ai dit tiens, vas-y, et lui il est bon parce que moi je peux pas être là avec toi, non. Donc du coup, c'est Snake qui a repris un petit peu ce petit bonhomme de chemin avec Puff, et puis il a fait Lady Gaga, il a fait Paris Hilton, enfin il faisait des trucs à Cannes, et puis après il a fait sa prod avec Clinton Sparks, un DJ de Boston que je connaissais déjà à l'époque, et puis là il est parti en prod. Tu nous avais ramené Clinton Sparks et MTV, tu nous avais appelé. Ouais, j'ai un pote de Boston, faut absolument le recevoir. À l'époque, ouais, on essaie de le placer partout, on l'a placé au J-Bus, enfin bref, j'essaie de le placer, mais c'est normal, c'est comme ça marche comme ça aux États-Unis. Donc du coup en France, quand ils viennent ici, ils sont c'est pas que c'est euphorique, mais genre ils veulent découvrir. Et ce qui est dingue, c'est que DJ Snake, maintenant superstar mondial, parle tout le temps de Cut Killer. Ah enfin, moi-même, t'as vu, j'ai pas les mots. C'est parce que c'est cette nouvelle génération qui n'oublie pas en fait. Et j'ai un profond respect pour William parce que le mec sait où il va, sait où il en est, et il y a encore plein de. Enfin, il a 30, 32, 33. Le mec, il vient de commencer. En vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, il a encore plein de choses à prouver, entre parenthèses, pour certaines personnes aux États-Unis, parce que tant qu'il a pas son Grammy, pour l'instant, c'est pas encore, voilà, c'est son objectif, et en même temps, il a raison. Mais c'est toujours dur aux États-Unis. Quand t'es pas américain, de se faire valoir et de se dire, vas-y, j'existe. Parce qu'ils sont toujours là à faire, ouais, pourquoi pas. Alors qu'avec tous les hits qu'il a fait avec tous les artistes, techniquement, il devrait avoir déjà 4 Grammy Awards. Et je peux vous le confirmer parce que j'ai eu la chance d'entendre des choses. On n'est pas prêt d'avoir fini d'écouter DJ Snake. Les morceaux qui arrivent, je vous le dis, ce soir sur Europe 1, c'est n'importe quoi. Ah ouais, complètement. Ce qui arrive, c'est n'importe quoi, vraiment. Il y a des gens qui disent l'expression vous êtes pas prêt. Ah ouais, alors là, ils annoncent un truc éclaté où finalement les gens n'étaient pas prêts. Ah ouais, t'es pas prêt. Mais là, vous êtes vraiment pas prêt à ce qui arrive avec DJ Snake.